Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lise Gauvin. Je suis responsable du Carrefour de l'innovation et de l'évaluation au Centre de recherche du CHUM et je suis très heureuse aujourd'hui de vous voir pour accueillir Géraldine Layani qui fait un séminaire de recherche. Alors, Géraldine Layani, elle est médecin de famille au GMFU de la Cité de la Santé. Elle est aussi professeure adjointe de clinique au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Montréal. C'est quelqu'un qui détient aussi une maîtrise en épidémiologie de l'Université Laval. Alors, elle souhaite se joindre au centre de recherche du CHUM comme chercheur régulier et elle a une présentation d'une durée d'environ 30 à 35 minutes à partager avec nous. À la suite de cette présentation-là, il y aura une occasion de poser des questions. Je vous invite d'ailleurs à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles se présentent en utilisant la boîte de clavardage ou de chat que vous trouvez au bas de votre écran. Et ensuite, il y aura une possibilité d'échanger. Donc, Géraldine va nous faire une présentation qui porte sur le développement et l'implantation d'une trajectoire de vie dite apprenante pour les patients qui vivent avec des maladies chroniques et plus particulièrement des maladies cardio-métaboliques. Sans plus tarder, Géraldine, je vous cède la parole. Merci beaucoup, puis merci pour cette invitation. Donc, je vais commencer en fait ma présentation en vous présentant tout d'abord mon parcours, qui est un parcours en fait qui se scinde en deux. D'abord sur la partie des formations que j'ai effectuées depuis ma graduation en médecine de famille. Donc, je suis médecin de famille et médecin d'urgence en fait initialement en France depuis 2012. J'ai ensuite effectué un fellowship et un moniteur clinique à l'Université Laval quelques mois après ma graduation pendant 2 années, en fait en tout, sous la responsabilité de Dr Richard Fleet. Et dans le cadre de ce fellow, j'ai effectué une maîtrise en épidémiologie clinique où j'ai étudié les indicateurs de qualité dans les urgences rurales du Québec. Et ce travail-là a été notamment l'objet d'une publication que j'ai effectuée comme premier auteur dans CMAJ Open qui a été publiée en 2016. Et dans le cadre de cette maîtrise, j'ai aussi j'ai obtenu en fait une bourse, la bourse phare, qui est un organisme subventionné par les IRSC. Et j'ai obtenu une bourse de réussite de l'Université Laval pour avoir réussi à graduer plus vite que le temps qui était imparti pour ma maîtrise. À la suite de ça, donc dans la même continuité, après ma maîtrise, j'ai poursuivi une année de formation complémentaire à l'Université Laval dans le programme de médecine de famille qui s'appelle le programme du clinicien érudit, qui est un programme pour pouvoir pousser un petit peu plus les expertises en recherche, où en fait mon temps sur une année était dédié à 80% du temps pour la recherche, puis 20% pour la clinique. Et cette année-là était une opportunité pour moi de pouvoir effectuer une revue thématique sur les indicateurs de qualité en médecine d'urgence, qui est un travail qui a fait aussi partie de mon mémoire de maîtrise. Par la suite, en 2015, j'ai obtenu mon permis de pratique comme médecin de famille qui a été délivré par le Collège des médecins du Québec, qui m'a permis de pouvoir rester travailler ici au Québec comme médecin de famille, puis pouvoir poursuivre ce parcours que j'avais déjà bien entamé depuis 2012. Puis, tout récemment, cette année, je viens de terminer un programme, le programme Tutor PhD, qui est un programme interdisciplinaire pan-canadien, ouvert aux doctorants, postdoctorants et aux cliniciens-chercheurs pour pouvoir développer une expertise en recherche en soins de première ligne selon une vision interdisciplinaire. Et c'est un programme qui m'a permis notamment de mieux comprendre l'ensemble des enjeux reliés à la première ligne au Canada et de pouvoir aussi développer des nouvelles collaborations avec des chercheurs en soins de première ligne. Donc, la deuxième partie de mon parcours, en fait, concerne tout simplement mes expériences professionnelles comme médecin de famille dans le système de santé. Donc, j'ai commencé ma pratique tout d'abord comme médecin d'urgence en France en 2012, où j'ai pratiqué quelques mois avant de venir au Québec dans le cadre de mon fellow. J'ai aussi eu une expérience française temporaire en 2015 dans l'attente de mon permis de pratique en Guadeloupe et à Mayotte, qui étaient des expériences complètement différentes, diversifiées, mais sur lesquelles aussi j'ai beaucoup appris dans la pratique des soins aigus.
Après ça, donc, j'ai eu une pratique, enfin, à la suite de ma pratique en 2012, donc de 2013 à 2015, excusez-moi, j'ai eu une pratique à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis comme j'avais un statut de résident à l'urgence en médecine de famille, pour ceux qui connaissent l'équivalent donc, du programme de spécialité R3, où j'ai effectué des quarts de travail dans ce contexte. Après l'obtention de mon permis de pratique en 2015, j'ai obtenu un poste comme médecin de famille à l'urgence et au CLSC de Salaberry de Valleyfield, ce qui m'a permis d'avoir une pratique très diversifiée avec une vision de la médecine familiale sous toutes ses extrémités, depuis la prise en charge des patients dans des contextes très aigus jusqu'à la prise en charge des soins chroniques. Et depuis 2017, j'ai l'immense privilège d'avoir pu revenir finalement vers un parcours que je souhaitais, donc réintégrer le milieu académique, puis être médecin de famille, chercheur enseignante au GMFU Cité de la Santé, qui est un GMFU qui fait partie du réseau de l'Université de Montréal. Et depuis 2018, je suis professeure adjointe clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Donc, en fait, vous voyez que toutes ces expériences cliniques ont été, pour ma part, en tous les cas, vécues de manière très riche, puis très variée. Puis elles m'ont permis surtout d'être sensibilisée à l'importance des valeurs, autant du partenariat patient, mais aussi de la collaboration interprofessionnelle en interagissant avec tout l'ensemble des partenaires du milieu de soins, en passant de la première à la deuxième ligne et à la troisième ligne, notamment lors de mes expériences à l'urgence à Salaberry de Valleyfield, où on devait réinterpeller tous les spécialistes quand on avait des transferts à effectuer notamment. Puis, toutes ces expériences diversifiées m'ont aussi permis de comprendre les nombreux enjeux organisationnels qui influencent la qualité des services en première ligne, en ayant une pratique comme médecin de famille dans des contextes aussi bien aigus que chroniques. Et c'est finalement avec tout cet ensemble, puis en fait l'ensemble de mon parcours, c'est tous ces éléments-là qui m'ont amené à vouloir m'investir et le désir profond, en tous les cas, de pouvoir contribuer au développement des meilleures pratiques cliniques comme clinicienne, chercheur en première ligne, et poursuivre mon engagement dans les activités scientifiques. Donc, la seconde partie concerne ma programmation de recherche. Tout d'abord, je voulais vous donner quelques éléments concernant ma vision comme chercheur clinicienne avant de rentrer beaucoup plus en précision avec tous les différents éléments qui constituent ma programmation de recherche. Donc, finalement, quelle est ma vision en tant que chercheur clinicienne, puis comment est-ce que je souhaite pouvoir contribuer à la recherche en soins de première ligne, puis par rapport à mon domaine, je dirais que c'est, comme ce que je mentionnais précédemment, c'est finalement toute cette diversité au niveau de mes expériences, puis tant au niveau des formations qu'au niveau professionnel, qui m'ont amené à considérer l'ensemble des éléments pour lesquels je souhaitais contribuer, puis qui étaient importants pour moi. Et en soins de première ligne, ouais, je crois. En soins de première ligne, les maladies chroniques sont pour moi un monde qui est à la fois large, fréquent, puis avec lequel j'ai eu beaucoup à interagir, notamment là sur toutes ces dernières années comme médecin, tant à la fois au bureau comme à l'hospitalisation. Et donc, je voulais aussi rappeler le fait que les maladies chroniques, c'est avant tout un arrimage avec les projets de vie du patient, et que cela nécessite à la fois tant son engagement que son partenariat pour pouvoir mettre des interventions gagnantes dans le parcours de soins et le parcours de vie des patients. Et donc finalement, ma contribution comme médecin de famille en première ligne serait de pouvoir mettre à profit mon expertise comme clinicienne au profit de la recherche. Puis cette expertise de médecin de première ligne, j'intègre comme ayant en fait avec une vision d'une compréhension de la santé globale des patients. C'est aussi pour moi une opportunité de pouvoir accompagner les patients tout au long de leur parcours de vie, et de pouvoir aussi être le médecin qui va coordonner l'ensemble des soins, puis faire le lien avec tant les professionnels de la deuxième et troisième ligne et le milieu de vie du patient.
j'ai emprunté cette expression-là d'un de mes patients qui me dit régulièrement que je suis son chef d'orchestre de son projet de soins, puis de ses soins au quotidien, tout simplement parce que dans ma vision aussi, comme chercheur clinicienne, je souhaiterais pouvoir mettre à profit cette vision-là pour pouvoir développer les trajectoires de soins individualisés des patients, donc avec des éléments comme ce que j'ai mentionné précédemment, l'engagement et le partenariat patient sont pour moi des éléments importants à mettre à contribution dans le cadre de ma programmation. La collaboration interprofessionnelle fait bien évidemment partie aussi de ces enjeux-là pour pouvoir travailler ensemble, co-construire ensemble avec le patient pour pouvoir améliorer ses soins dans son expérience de vie avec ses maladies chroniques. Puis toute cette programmation-là s'intègre dans le modèle des systèmes de santé apprenants sur lequel je vais revenir juste après. Donc, pourquoi m'intéresser aux maladies chroniques? Tout simplement parce que c'est un problème qui me touche beaucoup en tant que clinicienne en soins de première ligne, que l'on voit fréquemment. Puis c'est un problème qui touche l'ensemble de la population canadienne, tant les personnes les plus âgées, puis les statistiques parlent d'elles-mêmes. 85% des plus que 65 ans aujourd'hui ont une maladie chronique, puis un quart de ceux-là en ont 3. Donc là, on rentre même dans un modèle de maladies chroniques multiples. Mais il n'est pas sans rappeler non plus de dire que les Canadiens de plus que 18 ans, à ce jour, un quart de cette population-là est obèse et vit avec de l'hypertension. Et donc, on voit bien tous les enjeux qui sont à considérer et à prendre en compte pour l'ensemble des Canadiens dans toute la population adulte vis-à-vis de leur expérience des maladies chroniques, puis tout le fardeau tant au niveau économique qu'au niveau organisationnel, que cela sera à prendre en compte dans nos interventions futures. Notre place en tant que système de santé de première ligne, c'est avant tout un socle pour ces patients, puis on est finalement l'élément central dans leur suivi au long cours, puis dans ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc aussi, concernant les maladies chroniques, je voulais aussi noter que beaucoup d'interventions ont été déjà effectuées et de qualité, mais parfois c'est l'absence de coordination de ces différentes interventions qui fait que on peut trouver quelques manques ou quelques absences de bénéfices pour ces patients-là au long cours quand on a une vision à plus long terme puis qu'on souhaite avoir un système de santé efficient. Donc finalement, les enjeux dans le contexte des maladies chroniques par rapport à l'organisation des soins actuels, les différents éléments qui me semble important à mettre de l'avant, c'est de dire que le système de santé est un système dans lequel beaucoup de choses sont performantes, mais avec des fonctionnements en silo qui fait que les systèmes ne se parlent pas toujours entre eux et font en sorte que le patient ne bénéficie pas nécessairement de l'optimisation de l'ensemble des services qui sont mis à profit, puis l'ensemble des professionnels aussi qui travaillent autour de lui. Et aussi le manque de pérennisation des interventions qui parfois sont mises ponctuellement dans des organisations, puis par un manque de coordination, tout simplement des fois des outils qui ne se parlent pas ou des éléments où on n'a pas toujours connaissance de tout ce qui peut exister à l'extérieur de nos systèmes. Et tous ces éléments-là font qu'il y a différents enjeux qui restent encore à considérer pour pouvoir optimiser la prise en charge de nos patients avec des maladies chroniques. Puis les solutions que j'identifie par rapport à ça, ce serait de pouvoir mettre en place une programmation de recherche qui va intégrer la recherche participative pour pouvoir faire en sorte que les gens soient rassemblés autour des projets qui puissent à la fois lier autant les patients que les professionnels, puis en allant du milieu de vie du patient, du milieu communautaire jusqu'aux soins de première ligne, deuxième et troisième ligne, donc avoir vraiment cette recherche qui puisse intégrer l'ensemble des parties prenantes de manière co-constructive avec les patients, parce qu'on ne travaille pas sur les patients, mais on travaille bien avec les patients, on travaille ensemble pour pouvoir bâtir des collaborations qui soient pertinentes, fiables, puis qui puissent perdurer dans le temps. Et dans le cas d'un système de santé apprenant qui est finalement le socle et qui vient réunir l'ensemble de ces stratégies et les trajectoires de soins individualisés, pour moi, reste l'outil
qui va me permettre de pouvoir implanter toute la perspective du système de santé apprenant dans le cadre de ma programmation. Donc, la recherche participative, donc, un des premiers éléments que j'ai mentionné, une des premières solutions que j'ai mentionnées pour pouvoir répondre à ces différents enjeux, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie de recherche basée sur des perspectives à la fois de justice sociale puis de recherche démocratique qui implique l'ensemble des parties prenantes qui vont bénéficier des résultats de la recherche à tous les niveaux, tant au niveau de la production des résultats, qui vont aussi pouvoir s'approprier les différentes connaissances qui vont être implantées dans le cadre des projets. Et puis, il va y avoir un sentiment aussi d'encouragement à pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de ces résultats de manière plus continue dans le temps. Puis aussi, la recherche participative, l'un de ses principes, c'est d'améliorer la compétence de la recherche par et avec le public, et donc d'accroître aussi ce sentiment de confiance de la part du public dans les preuves de la recherche qui sont produites par la suite. L'organisation apprenante, donc, comme je le mentionnais plus tôt, pour moi, ça fait partie aussi d'un des cadres qui va pouvoir apporter une des solutions pour soutenir notamment les personnes vivant avec les maladies chroniques. Donc, la gestion des maladies chroniques, ce qu'on sait, c'est qu'à ce jour, c'est une vision qui peut être plus ou moins vécue sur l'expérience des patients en silo, et où le patient va recevoir plusieurs interventions qui nécessitent plusieurs parties prenantes qui ne vont pas nécessairement se parler entre elles, puisque ça génère tout simplement, c'est parfois des pertes d'informations avec des interventions qui peuvent ne pas être optimisées et mises à profit pour le patient. Donc, en quoi le modèle de l'organisation apprenante pourrait venir solutionner en fait ce manquement, tout simplement en répondant à ce besoin, en encadrant de manière continue les activités d'amélioration continue de la qualité et de la recherche, pour pouvoir limiter les pertes d'informations que l'on retrouve dans notre système de santé actuel. Et ce que j'apprécie, c'est que la pertinence, à mon sens, de ce modèle est qu'il s'agit d'un modèle qui, à la fois, s'étudie, qui s'améliore de manière continue et de manière systématique en engageant l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir soutenir les infrastructures. Et c'est d'ailleurs la vision actuelle en fait, de l'ancienne unité de recherche axée sur les patients, qui a récemment changé de nom, en fait, il y a tout simplement quelques semaines. Et donc là, présentement, il souhaite devenir une unité qui va supporter l'implantation des systèmes apprenants au Québec pour pouvoir soutenir la mise en œuvre et l'implantation de ce modèle en première ligne, selon le cadre conceptuel du quadruple objectif que je vous ai ajouté ici en bas de l'écran, puis que vous pourrez consulter en fait plus précisément si vous allez sur le site de l'unité soutien. Donc, comme précisé aussi plus tôt, les trajectoires de soins et de services sont, à mon sens, en fait, ce qui m'intéresse dans cet outil-là, c'est qu'il va s'agir d'un moyen pour pouvoir concrétiser puis implanter sur le terrain la vision de l'organisation apprenante en première ligne. Et la mise en place d'une trajectoire de soins a aussi l'intérêt de pouvoir suivre le patient tout au long de son parcours de soins de manière longitudinale, et aussi de nous donner l'opportunité d'effectuer des liens depuis le milieu de vie du patient, en passant par son milieu de soins, dans son milieu de soins primaire, qu'après son milieu de soins secondaires et tertiaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un outil qui va venir s'adapter aux besoins du patient, qui va intégrer toutes les parties prenantes qui vont graviter autour du patient en collaborant avec les différents professionnels, mais aussi avec les patients, et qui aide à prendre des décisions conjointes et à faciliter les échanges interdisciplinaires, tout en allant s'appuyer sur des données probantes. Et donc, finalement, les bénéfices d'implantation des trajectoires de soins sont de pouvoir améliorer l'expérience des soins et des services de l'ensemble des usagers et de leurs proches, de pouvoir harmoniser l'offre de services et la prise en charge de la majorité des patients qui vont être visés par l'ensemble de ces trajectoires, mais de gérer aussi la complexité tant des différentes interventions mises en place dans le système de santé que les collaborations interdisciplinaires, mais aussi le parcours de vie du patient, et elles vont s'adapter à ses besoins et à ses valeurs. Donc, pour tous ces éléments-là, c'est un outil qui me semble pertinent à considérer
pour pouvoir résoudre les problématiques au niveau organisationnel, au niveau de la gestion des maladies chroniques. Donc, on en vient à l'objectif de ma programmation de recherche, qui est de développer et d'implanter une trajectoire de vie apprenante en première ligne pour les personnes vivant avec des maladies chroniques, intégrant les soins et les services offerts à la personne basés sur la recherche participative. Et donc, à terme, l'un des objectifs serait que cette trajectoire de vie apprenante puisse être applicable à l'ensemble des maladies chroniques. Mais dans le cadre de ma programmation, j'ai cependant fait le choix de prendre l'exemple du diabète, qui touche quand même 30% de la population canadienne, mais dont 10% a un diagnostic établi et qui, comme la plupart des maladies cardiométaboliques, partagent les mêmes enjeux significatifs pour les patients au quotidien. Donc, pour la méthodologie de ma programmation, je m'appuie sur la théorie de l'application des connaissances intégrées, qui est une méthodologie tout simplement dans la continuité de la méthodologie de la recherche participative et qui, donc, dans le contexte de ma programmation, j'ai appliqué au modèle des maladies chroniques. Donc, comme je mentionnais, l'application des connaissances intégrées est issue de la recherche participative. Elle met en place des stratégies pour pouvoir résoudre les problèmes de sous-utilisation des données probantes en collaboration avec deux communautés, qui est la communauté des chercheurs et la communauté des utilisateurs de connaissances, que sont les patients, les professionnels et les gestionnaires. Et toutes ces parties prenantes interviennent de manière conjointe et ensemble dans toutes les étapes du projet de recherche pour finaliser ensuite les projets. Donc, le cadre conceptuel sur lequel je m'appuie pour pouvoir soutenir cette méthodologie, c'est le cadre qui a été mis en place par Graham, qui illustre le processus des connaissances à la pratique et qui consiste, donc, comme vous voyez au centre de l'écran, un entonnoir qui est en fait tout simplement l'entonnoir de la création des connaissances, entouré des principales phases de mise en pratique. Donc, l'entonnoir de la création des connaissances, que vous voyez au centre de l'image, comporte 3 sections que vous voyez du plus large au plus réduit. Puis on voit qu'au niveau des connaissances qui sont plus largement établies, c'est toutes les connaissances issues de la recherche qui, par la suite, nous permettent d'effectuer des synthèses de connaissances, puis de développer des outils et des produits issus en fait, de l'ensemble de ces connaissances. Et tout autour, en fait, les flèches donc, qui gravitent autour de cet entonnoir permettent d'illustrer les différentes phases de la création qui peuvent venir influer sur les phases de mise en pratique à plusieurs points le long du cercle. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle? C'est parce qu'à mon sens, c'est un modèle qui dispose de plusieurs avantages, notamment pour diminuer les coûts à moyen et long terme sur les milieux de soins une fois que les projets ont été mis en place pour pouvoir opérationnaliser des structures de soins. C'est aussi une méthodologie qui a l'avantage de pouvoir faire en sorte que la question de recherche soit pertinente pour la pratique avec l'inclusion de l'ensemble des différentes parties prenantes. C'est une question qui est co-construite puis qui permet de pouvoir résoudre des problématiques qui puissent être importantes pour chacun des intervenants en cas du projet. Et ce sont aussi des résultats qui sont plus faciles à adopter en pratique pour pouvoir combler un manque de connaissances, tout simplement, encore une fois, par la présence de l'ensemble des différentes parties prenantes. Par contre, c'est quand même une méthodologie qui nécessite plusieurs enjeux de mise en place, notamment la recherche collaborative est un très beau modèle, mais peut avoir aussi des enjeux de pouvoir bien collaborer. Donc, en ça, il faut pouvoir anticiper quelques barrières qui pourraient être en lien avec la recherche collaborative, puis l'intervention de l'ensemble des différentes parties prenantes qui, tout simplement, qui sont des personnes qui disposent des expertises différentes, qui sont donc à bien intégrer dans le cadre d'un projet. Le financement aussi pour soutenir tous ces processus est à considérer car on doit à la fois financer des projets qui sont tant en lien avec la recherche mais aussi cliniques. Donc, c'est des enjeux qui ne sont pas négligés dans le cadre des projets.
L'équité de la recherche rejoint les différentes expertises des différentes parties prenantes qui sont à considérer. Les biais de positivité, j'en parle ici, mais en fait, tout simplement, c'est une notion qui est reliée au fait que quand on produit des connaissances avec des milieux cliniques, cette production-là a un effet positif quand la production des connaissances donne des résultats, mais parfois on sait que les projets peuvent mettre du temps à être implantés et cette longueur-là peut parfois décourager les intervenants sur le terrain puis faire en sorte que les projets soient plus difficiles à mettre en place et nécessitent un peu plus de motivation de la part des différents intervenants, puis les communautés de pratique aussi à bien connaître, bien considérer pour pouvoir faire en sorte que cette recherche-là, encore une fois, ne soit pas sur un sujet, mais vraiment en collaboration avec les différentes personnes, donc prennent encore une fois en compte l'ensemble à la fois des expertises puis des expériences de toutes les personnes qui font partie intégrante de ces projets puis de cette méthodologie. Donc, on en vient aux différents projets qui composent ma programmation de recherche. Donc, le premier projet, le projet Soins Diabète, qui s'intitule Structuration et organisation interprofessionnelle en partenariat avec les personnes vivant avec le diabète de type 2, qui est un projet qui a été financé à l'hiver 2019 avec un budget assez conséquent d'un peu plus de 600 000 $ par le Fonds de recherche Santé Québec, le ministère puis l'unité de soutien SRAP, et pour lesquels vous voyez l'ensemble des co-auteurs, dont quelques co-auteurs sont au carrefour des innovations comme Yanouche, puis notamment Olmo Tulski. Donc ça, c'est la trajectoire de soins qui a été, en fait, que j'ai designé avec l'une des chercheurs, en fait, l'une des co-chercheurs principales du projet, qui est Brigitte Vachon. Donc, j'ai oublié de mentionner, excusez-moi, que je suis en effet co-chercheur principale de ce projet avec Brigitte Vachon et Arnaud Duhoux. Et donc, l'objectif de ce projet, l'objectif de ce projet est d'implanter et d'évaluer donc cette trajectoire de soins que nous avons co-designée à deux, qui est utile donc pour les personnes vivant avec le diabète de type 2 et qui se base sur la collaboration interprofessionnelle et qui vise à améliorer aussi l'engagement du patient dans son parcours de soins. Donc, juste pour la petite anecdote, pour vous montrer jusqu'à quel point des projets qui impliquent une méthodologie participative émanent du terrain, c'est que c'est un projet qui, initialement, a été une demande du comité d'amélioration de la qualité dans lequel je suis clinicienne. Puis, il y a eu une opportunité tout simplement de pouvoir arrimer une demande du milieu à un appel à projet dans le cadre d'un concours ciblé, dans lequel on a été financé, qui a émergé à ce moment-ci. Puis, on s'est assis, Brigitte, Arnaud et moi, avec le comité d'amélioration de la qualité pour réfléchir aux enjeux de terrain qui nécessitaient des préoccupations pour le milieu clinique, puis avec les différentes préoccupations et selon les données probantes, en intégrant toutes ces notions telles qu'une trajectoire de soins doit être designée. Brigitte et moi avons designé cette trajectoire qu'on a après fait valider auprès de l'équipe clinique avant de pouvoir rédiger le protocole qui vise actuellement à l'implanter. Donc, de tout ça, en fait, là, vous voyez, c'est même un design qui est, je trouve, assez complexe juste à première vue, mais s'il y a une chose que je souhaiterais que vous reteniez là dans le cadre de ce projet-là, c'est que c'est un projet innovant essentiellement qui vise à développer un lien privilégié avec les organismes communautaires et les services mis à disposition du patient pour pouvoir améliorer la prise en charge de leur diabète. Puis ça, c'est la petite vignette que vous voyez tout en haut à droite, qui est le lien qui est effectué avec le milieu clinique du patient par l'intermédiaire d'un groupe de patients partenaires qui travaillent avec nous dans le cadre du projet et des travailleurs sociaux du milieu clinique. Et c'est aussi un projet qui vise à réorganiser les ressources qui sont actuellement mises en place en première ligne
pour tenter de rendre les professionnels plus efficients, et notamment le patient est en lien direct, là, notamment avec une infirmière clinicienne qu'on voit au centre d'IGEMA. Puis ce duo-là vient réorganiser l'ensemble des différents rôles des professionnels, puis notamment beaucoup plus au niveau médical, des pharmaciens. Puis après, les liens avec la deuxième ligne sont aussi effectifs si des patients diabétiques sont mal contrôlés dans le cadre de cette trajectoire. Donc, pour pouvoir implanter ce projet-là, on a utilisé le cadre conceptuel du REAIM. Puis, c'est un projet qui s'intègre dans la recherche participative, puis dans l'évaluation et l'implantation de trajectoire de soins. Et finalement, cette trajectoire intègre toutes les composantes nécessaires à la mise en œuvre d'un système de santé apprenant qui vise à soutenir le parcours de soins des personnes vivant avec le diabète de type 2 en première ligne. Compte tenu qu'il y a eu une pandémie, notre projet a été mis sur pause. Donc, on a eu l'obligation de cesser l'implantation pendant toute cette période-là. Et donc, on a dû être créatif en réfléchissant à comment est-ce qu'on pouvait, dans le cadre de ce projet-là, développer d'autres projets annexes qui nous permettraient de pouvoir continuer à développer des connaissances dans le cadre de ce projet soins diabète. Donc, le premier projet qu'on a réalisé, en fait, est tout simplement issu d'un article qui est sorti en octobre dernier, qui a été publié par une équipe de Toronto, une équipe pluridisciplinaire de médecins de famille, d'endocrinologues qui se sont assis pour pouvoir rédiger des recommandations de suivi des patients diabétiques en téléconsultation. Et donc, on a eu l'idée d'utiliser ces recommandations-là, de les soumettre auprès de notre équipe sous forme d'un devis mixte à l'aide de questionnaires puis de focus group pour pouvoir implanter à terme des recommandations adaptées des recommandations de l'équipe de Kiran et Hall pour le suivi des patients diabétiques de la clinique du GMFE de la Cité de la Santé. Puis là, actuellement, on a fini notre collecte de données et les résultats sont actuellement en cours d'analyse, mais on a eu, juste de prémisse, une bonne participation des équipes, une bonne adhésion pour pouvoir justement réaliser et essayer de pérenniser quelque chose qui puisse standardiser le suivi des patients diabétiques en téléconsultation. Le deuxième projet est un projet en fait qui nous a titillé tout au début de la pandémie en se disant, on s'est dit qu'il y avait une opportunité d'aller documenter les impacts de la pandémie, notamment sur les indicateurs de résultats, à savoir, l'hypothèse c'était tout simplement à savoir est-ce que la pandémie a eu un impact ou pas. En fait, l'hypothèse de départ, c'était de penser justement que la pandémie, excusez-moi, a eu un impact sur les indicateurs de résultats, puis sur la santé des patients diabétiques. Donc, comme on a, dans le cadre de ce projet-là, accès à des données populationnelles qui nous ont permis d'aller collecter toutes les données des indicateurs de la population diabétique des deux cliniques qui sont intégrées dans le cadre du projet. On a pris cette opportunité-là pour aller regarder ces indicateurs-là dans le temps, puis voir justement si la pandémie avait un impact ou pas. Donc là, c'est les résultats préliminaires que vous avez, qu'on vient en fait tout juste d'avoir, qui prennent en compte pour l'instant uniquement la première vague. Puis là, on voit que la pandémie ne semble pas avoir eu un impact majeur pour l'instant sur notre population diabétique, mais avec des résultats qui sont à très court terme, qui vont être encore, qui vont nécessiter encore d'autres analyses, puis peut-être tester d'autres modèles aussi pour essayer d'aller un peu plus loin, mais vous dire en tous les cas que c'était une initiative qu'on avait pu effectuer dans le cadre du projet soins et dont les résultats seront prochainement disponibles. Le deuxième projet qui est intégré dans le cadre de ma programmation, c'est un projet qui vise à implanter le guide de navigation virtuel pour pouvoir favoriser l'autogestion des patients et leur engagement concernant le suivi des patients vivant avec le diabète de type 2.
Le guide de navigation virtuelle est donc un guide qui a été développé par Brigitte Vachon et son équipe dans le cadre d'un programme des IRSC il y a quelques années. Et donc là récemment, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec Brigitte pour pouvoir réfléchir à comment ce guide-là pouvait être utilisé en pratique. Donc, on a un projet qui a été financé par le réseau Un Québec il y a de ça un an, là, qui est actuellement au comité d'éthique, puis qui va démarrer prochainement. Et qui a pour objectif de pouvoir implanter cet outil donc, en première ligne. Et à terme, c'est un outil qu'on souhaiterait pouvoir mettre en place pour pouvoir favoriser l'autogestion des patients et qui puisse aussi favoriser le suivi et la communication avec les patients. La méthodologie de cette étude-là pour pouvoir arriver à terme, c'est basé sur une méthodologie de type qualitative avec des entrevues qui vont être réalisées auprès des patients, mais aussi des professionnels pour pouvoir aller mesurer l'acceptabilité et les effets d'utilisation de ce guide. Le troisième projet, c'est un projet qui n'est pas directement intégré dans ma programmation, mais qui va faire partie de ma programmation, tout simplement parce qu'il vient répondre surtout à la mise en contexte de ma programmation de recherche. Donc, en fait, c'est une revue systématique sur l'implantation des organisations apprenantes en première ligne. Puis, le prémisse, en fait, de ce projet-là, pour lequel j'ai le support d'Annie Leblanc et de son équipe, ça a été de voir que la littérature concernant les organisations apprenantes est encore très jeune. Actuellement, aucun MESH, d'ailleurs, n'est encore défini dans PubMed. Et donc, l'idée était d'aller voir qu'est-ce qui a été implanté, comment est-ce que c'est structuré, puis comment des modèles en fait identifiés dans la littérature, comment est-ce qu'on est capable de caractériser un modèle d'organisation apprenante, puis ses caractéristiques d'implantation en première ligne. Donc, ce projet est actuellement en cours. Puis, comme je mentionnais, c'est Annie Leblanc et son équipe qui me supportent dans le cadre de ce projet-là. Puis, c'est un projet qui pourrait aussi avoir des arrimages possibles par la suite avec Sport Evidence Alliance via Annie Leblanc et la nouvelle unité de soutien à système de santé apprenant via Annie Leblanc et Antoine Bob. Et enfin, donc le dernier projet de ma programmation est un projet qui est encore à l'étape du brainstorming et qui est en cours de réalisation. Puis là, vous avez un petit prémisse de ce qu'on a pu réaliser avec Marie-Ève Poitras. Excusez-moi, c'est pas la fois, c'est Marie-Ève Poitras qui, elle, est chercheure, professeure adjointe clinique à l'Université de Sherbrooke et qui est infirmière de formation. En fait, on souhaite développer ensemble un projet qui vise à identifier les besoins des femmes vivant avec des maladies cardio-métaboliques en milieu urbain, selon un modèle de recherche participative avec une consultation citoyenne, pour pouvoir identifier l'ensemble des enjeux qui sont présents dans la communauté de vie des patients, puis pouvoir accrocher le morceau de la trajectoire de vie au complet, puis avoir vraiment une vision longitudinale du parcours du patient et pouvoir aussi tenter de développer des partenariats puis des collaborations futures qui permettraient d'avoir une vision transversale du parcours du soin du patient. Puis là, dans un contexte de maladie cardio-métabolique pour la population féminine, qui était un sujet qui nous a touché notamment en sortie de la pandémie, et puis la littérature aussi montre l'ensemble des évidences touchant cette population, puis l'importance aussi pour laquelle on souhaitait investir plus d'énergie. Et donc, finalement, je terminerai par l'ensemble des collaborations qui ne sont pas reliées directement à ma programmation, mais dans lesquelles je suis active. Puis ça, c'est l'ensemble des projets qui ont été financés récemment, notamment sur lesquels j'ai travaillé tant avec Janusz Kasarowski sur l'hypertension en téléconsultation, avec Dr Lucier sur la communication professionnelle, l'outil d'auto-évaluation du Collège des médecins de famille, Mylène Breton
avec aussi, j'ai eu l'opportunité de travailler tant sur l'outil d'auto-évaluation et sur aussi la téléconsultation en première ligne, Motulski pareil. Nadia Sourial, on a travaillé ensemble sur l'adaptation de l'hypertension artérielle en téléconsultation et elle m'a invité récemment à pouvoir participer avec elle à l'implantation d'outils ESOG sur lequel elle travaille en première ligne, et Simon Berthelot qui m'a invité plus pour mon expertise de médecin de famille dans un projet qui vise à étudier le parcours de soins des personnes atteintes de maladies respiratoires aiguës dans les cadres des consultations au sans rendez-vous et à l'urgence mineure. Donc finalement, mes perspectives en tant que chercheur clinicienne seraient de développer une trajectoire de vie apprenante en première ligne, adaptée à la gestion des maladies chroniques. Mon objectif est aussi d'améliorer la compréhension et la collaboration à la fois avec les patients, les organismes communautaires, mais aussi l'ensemble des milieux de vie, puis tous les soins et les services offerts en première ligne, et aussi d'améliorer la collaboration interprofessionnelle, tant entre les professionnels en première ligne, mais aussi créer des ponts et des liens avec l'ensemble des professionnels en deuxième et troisième ligne, puis notamment dans un contexte de diabète sur lequel je travaille, puis qui prend en compte aussi l'ensemble des maladies cardiométaboliques qui disposent en fait d'enjeux communs et sur lesquels je souhaite pouvoir poursuivre mes travaux et contribuer par la suite. Donc, j'avais envie de finir sur une petite note un petit peu plus légère, en fait, en vous présentant en vous parlant d'un hiking que j'ai fait en 2016 où là, vous voyez la photo que j'ai prise alors qu'on était à 2000 mètres d'altitude avec des conditions météorologiques qui étaient assez catastrophiques. Les vents soufflaient à plus de 100 km/h, puis on s'accrochait avec mon conjoint l'un et l'autre pour éviter de s'envoler. Puis en fait, on ne pensait jamais arriver au bout de ce chemin-là qui finalement, ça nous a pris pas mal de peine, puis quelques heures de marche, mais pour avoir l'immense surprise, au bout d'1 heure et demie de marche sur ces crêtes, de voir un petit perroquet qui en fait est un kia, qui est, pour la petite histoire, un des oiseaux les plus intelligents au monde et qui s'est arrêté à nos pieds, à 2000 mètres d'altitude. Et en fait, c'était simplement un petit message pour vous dire que c'est parfois le sentiment qu'on a quand on est chercheur, comme moi, clinicien-chercheur, où on vit des longs parcours qui peuvent être parfois tumultueux, avec parfois un peu de brouillard, mais on voit le chemin, puis on continue d'avancer. Puis finalement, c'est ces petites victoires, c'est ces petits Kia qui nous permettent de nous remonter le moral. Puis au final, on est allé au bout de ce chemin-là, puis on a réussi à finir notre journée sain et sauf. Mais c'était simplement pour mentionner qu'à l'image de cette expérience assez originale, j'espère aussi avoir la chance de pouvoir rencontrer d'autres Kia dans le cadre de mon parcours professionnel, puis effectuer des collaborations qui pourraient nous mener encore plus loin, puis peut-être avec certains d'entre vous. Merci de votre attention. Excellent. Merci beaucoup, Géraldine, pour cette présentation. Donc, vous pouvez peut-être arrêter le partage d'écran pour que les gens puissent se voir un petit peu plus. Et on va ouvrir maintenant pour la période de questions. Je vous invite soit à poser votre question dans le chat ou encore à lever la main et je vais vous donner la parole. On est à peu près un petit peu plus qu'une vingtaine, donc c'est possible de faire des conversations, c'est toujours plus agréable. Donc, allez-y avec vos questions, sinon je vais commencer avec ma question à moi. J'ai été bien intriguée, Géraldine, par la description de l'outil d'évaluation. Pouvez-vous nous en dire plus long sur les thématiques que vous envisagez inclure dans cet outil d'auto-évaluation et de façon opérationnelle, comment ça serait utilisé? Ça serait une infirmière praticienne qui inviterait le patient, la patiente à le compléter, c'est le médecin. Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Est-ce que ça engage une conversation? Peut-être nous en dire un petit peu plus sur la construction de cet outil et son utilisation en clinique. C'est sur l'outil d'auto-évaluation, sur le guide de navigation virtuelle, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, en fait, c'est donc comme je mentionnais, c'est un guide que je n'ai pas développé moi-même. Je n'ai pas fait partie de cette première phase de développement, mais c'est un outil en fait qui n'est pas un outil clinique, qui est plus un outil
qui décrit l'ensemble des rôles des différents professionnels et des différents acteurs en première ligne et qui permet d'avoir une meilleure compréhension pour les patients de l'ensemble des soins interdisciplinaires auxquels ils peuvent avoir accès. Donc, en fait, c'est un outil qui, à la fois, va décrire le rôle du médecin, de l'infirmière, de l'ergothérapeute, du podiatre, du néphrologue, du cardiologue, et puis tous ces intervenants qui sont autour du patient diabétique pour pouvoir l'aider à avoir une meilleure compréhension tant des interventions qui sont à mettre en place, puis pour pouvoir aussi l'aider à anticiper quels intervenants vont faire partie de son projet de vie. Et dans le cadre de notre projet, c'est un outil aussi qu'on étudie auprès des médecins et des résidents en médecine de famille pour évaluer leur acceptabilité, puis la manière aussi dont ils vont pouvoir peut-être l'utiliser comme outil communicationnel avec leurs patients pour favoriser justement l'autogestion puis l'empowerment en pratique. Excellent, merci. Il y a Nadine Taleb qui indique que merci beaucoup, vos projets sont super intéressants et super pertinents, répondent certainement à des besoins. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser? Levez la main, faites-moi signe. Sinon, j'enchaîne. Moi, je suis un moulin à questions, hein, donc je vais en poser encore. Donc, je vois qu'il y a Jean-Marie Boutin qui a une question, puis je pense avoir vu aussi Nathalie Beaulieu et ensuite Nadine. Nadine, oui. Nadine, en fait, pardon, est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il y avait une question à la fin de ma phrase. Ah, pardon, je ne l'avais pas vu. Pas de problème. Donc, vraiment, merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, je me demandais, en fait, en tant qu'organisation et tout, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la communication interprofessionnelle? Donc, avec cette trajectoire de vie, comme en termes de dossiers partagés, ou bien est-ce qu'il y a autre chose que la DSQ que vous prévoyez dans votre planification pour la communication interprofessionnelle, des notes, des suivis, tout ça? C'est vraiment une question très pertinente parce que j'aimerais être l'investigatrice de la gestion des données au Québec, notamment sur comment pouvoir améliorer cette communication-là entre la première, puis deuxième et troisième ligne. Mais mon expertise n'est pas concrètement dans le développement de ces outils-là. En revanche, dans la manière de pouvoir justement améliorer la communication entre la première et la deuxième ligne dans le cadre du projet Soins Diabète. C'est un projet dans lequel les endocrinologues de l'hôpital de la Cité de la Santé sont participants aussi de ce projet-là pour justement réfléchir avec nous comment en fait, mieux identifier ces patients, puis voir des stratégies pour pouvoir à la fois tant mieux communiquer sur des protocoles conjoints, puis des pratiques conjointes, puis avoir une vision commune. Mais sur les outils en tant que tels, malheureusement, les outils ne se parlent pas encore entre ce qui est en première ligne, puis en deuxième et troisième ligne. Mais j'ai espoir quand même qu'à terme, au Québec, on puisse pouvoir travailler encore plus dessus. Et merci beaucoup. Merci pour cette question. Jean-Marie Boutin, à vous la parole. Oui, merci pour cette présentation-là. Il y a des aspects très intéressants qui touchent à ce qu'on essaie d'implanter nous-mêmes. Ici, alors au CHUM, comme endocrinologue, on a des liens avec les différents CLSC, JMF de Montréal. Alors, vous êtes sûrement au courant du programme de risque cardio-métabolique qui existe à Montréal, qui est implanté depuis des années par d'ailleurs Dr Bélanger, qui était à Laval, et puis qui est un programme multidisciplinaire là, avec infirmières, diététistes, psychologues, kinésiologues, et un programme qui suit les patients durant 2 ans et qui permet des patients qui sont à risque de diabète et qui sont diabétiques aussi, et puis qui leur permettent finalement d'améliorer leur maladie, et puis c'est fait dans un contexte multidisciplinaire avec des réunions individuelles et multidisciplinaires aussi tous les 3 mois pratiquement, avec des indicateurs qui sont mesurés puis qui ont été validés par la suite, qui ont démontré l'amélioration de ça. Nous, au CHUM, on a essayé de se connecter avec eux, avec ce qu'on appelle le comité des flux réseau, là, qui nous permet de référer nos patients à cette structure-là, et eux, en retour, peuvent nous renvoyer les patients également. Et puis, on cherchait également à faire le même genre de choses, possiblement, avec Laval, la Rive-Nord, la Rive-Sud,
Alors, dans ce contexte-là, ce que vous essayez d'implanter, du moins à Laval, ça me semble ressembler pas mal à ce qui se fait déjà à Montréal. Alors, je me demandais si vous étiez au courant d'avoir de cette structure-là et si vous avez déjà pris contact avec ces gens-là, de ce genre de structure-là. Non, je n'étais pas au courant de cette structure-là. Puis, ce serait en effet très intéressant de pouvoir être en contact avec cette équipe-là pour pouvoir justement mettre en commun l'ensemble des résultats que nous, on va voir dans le cadre de la trajectoire, mais de pouvoir justement arrimer les forces pour pouvoir faire quelque chose en effet, peut-être à plus grande échelle, puis avoir une vision un peu plus élargie. Mais merci beaucoup pour l'information. Okay. Merci pour cette question. Nathalie Beaulieu, à vous la parole. Oui, merci pour la présentation. En fait, il y a une des diapositives qui a attiré mon attention où c'était celle où en haut à droite, il y avait l'intention de rapprocher ou de ce que j'ai compris, d'encadrer davantage la recherche ainsi que l'amélioration continue de la qualité au niveau des pratiques. Je me demandais qu'en était-il de la dimension autour de tout ce qui est développement professionnel continu et littératie en santé, notamment au niveau des patients, mais également au niveau des équipes soignantes en termes de vulgarisation scientifique, etc. Est-ce que c'est une dimension qui va être prise en considération dans le projet? Oui, c'est quelque chose en fait qui nous préoccupe vraiment en termes de justement de pouvoir apporter l'information puis qu'elle puisse être accessible à tous. Le guide de navigation virtuelle fait partie justement d'un de ces outils qui va permettre de pouvoir ramener l'information auprès des patients. Puis là, je n'ai pas eu le temps d'en parler dans le cadre du projet soins, mais on a Sarah Lafontaine qui est nouvellement professeure adjointe clinique à l'Université de Sherbrooke qui a travaillé sur l'implantation d'une carte virtuelle pour les patients diabétiques en première ligne, puis qui va travailler avec nous dans le cadre du projet soins pour justement implanter cette carte virtuelle via la gestionnaire de cas, l'infirmière clinicienne, auprès des patients diabétiques qui vont être inclus dans cette trajectoire pour justement favoriser tant la gestion du diabète pour pouvoir aussi favoriser tout ce qui est aspect de motivation. Puis il y a aussi un enjeu justement de littératie avec l'utilisation de cette carte virtuelle pour pouvoir faciliter justement la compréhension des patients diabétiques par rapport à la gestion de leur maladie. Donc c'est vraiment des notions qu'on a intégrées aussi. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Je me demande si, Géraldine, vous pourriez nous parler un petit peu plus du côté des méthodes. Vous utilisez beaucoup les méthodes qualitatives. Peut-être nous expliquer la façon dont vous les abordez. Est-ce que c'est dans une optique de faire de la recherche inductive ou plutôt déductive à partir de certaines idées ou postulats qu'on essaie de documenter? Ou est-ce qu'on est complètement tabula rasa pour essayer de construire un modèle de l'expérience du patient, de l'expérience des professionnels et des retombées? Ça dépend bien évidemment du projet puis du contexte. Là, dans le cadre du projet soins, on y va de manière beaucoup plus inductive avec des pratiques de petits cycles PDSA qu'on fait qui est prévu en fait dans le cadre du protocole aux 6 mois pour pouvoir aller collecter l'ensemble des éléments autour de l'implantation de la trajectoire de soins, puis évaluer les enjeux. Donc, de cette façon-là, on y va plus de méthode inductive. Mais si je pense à un autre projet, puis que là, je n'ai pas mentionné dans le cadre de ma programmation, qui est quelque chose que j'ai fait au préalable, mais qui a été l'implantation de l'outil d'auto-évaluation du Collège des médecins de famille en première ligne, où là, c'était dans le cadre d'un devis qualitatif, j'ai pratiqué j'ai effectué des activités de pratique réflexive, puis avec les données, j'ai utilisé l'ensemble des données que j'ai classées dans le cadre d'un cadre conceptuel d'acceptabilité pour pouvoir justement aller valider les dimensions de l'acceptabilité d'utilisation de cet outil-là en première ligne auprès des GMFE. Donc, je dirais que ça peut dépendre vraiment de la question, de la problématique à laquelle on va avoir à faire face, en essayant vraiment de m'adapter au contexte. Excellent, merci.
C'est votre dernière chance de pouvoir poser une question. Alors, parce que nous sommes à 5h moins 2, donc dernière question. Nathalie, j'ai vu que tu as ouvert ta caméra. Pas de questions? Non, merci. Excellent. Alors, sur ce, il me reste à vous dire un très grand merci pour la présentation. Pour les collègues, si vous souhaitez écouter à nouveau la présentation prochainement, ce sera affiché sur la page YouTube du Centre de recherche. Et Géraldine a une adresse U-Montréal, donc Géraldine, pas d'accent, .layani@umontréal.ca. Si vous voulez faire des suivis avec elle, on vous invite à lui écrire. Et puisqu'elle a un nom qui est unique, elle n'a pas de .1, .2, .3, .4 à la file. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.